Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je vous présente aujourd'hui M. Sayed Echakoui, enseignant à l'Université du Québec à Rimouski, le campus de Lévis, un expert notamment en marketing et surtout la chaîne de valeur, qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors, la thématique, comment utiliser votre chaîne de valeur pour être plus concurrentiel. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes à explorer. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Echakoui. Alors, bonjour Simon, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous quelques moments sur la réflexion sur comment utiliser votre chaîne de valeur pour être concurrentiel. Alors, je vais commencer par une brève description de ma personne. Comme il a décrit par Simon, c'est que moi, je suis professeur en marketing à l'UQAM. Ça fait maintenant 6 ans, mais auparavant, j'étais professeur à Moncton pendant 3 ans et en la BTB à Rwanda pendant 6 ans. J'étais aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et même j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Alors, moi, mon background, je suis ingénieur en génie de matériaux. Je suis affilié en même temps à l'Ordre des ingénieurs au Québec. J'ai passé des examens parce que moi, j'étais du Maroc. J'ai travaillé pendant 9 ans au Maroc. Puis, quand je suis venu au Canada en 2002, j'ai fait des formations en marketing à Sherbrooke. En même temps, quand j'ai travaillé à Moncton, je suis affilié, j'ai passé des examens d'ingénierie à l'Ordre des ingénieurs de Moncton, puis en même temps, j'ai passé des examens à Québec. Donc, je suis en même temps un prof de marketing, puis en même temps, je suis ingénieur et je co-dirige des étudiants en doctorat en génie à Rimouski avec d'autres collègues. Donc, pour vous dire que j'ai une double formation, ce qui m'a poussé à m'intéresser dans ce domaine-là, des plastiques. Ça fait un bout que je travaille avec Simon dans différentes recherches. Et en même temps, cette présentation-là, je l'ai fait en collaboration avec M. Simon parce qu'il apporte beaucoup d'éléments sur votre industrie. Alors, l'objectif de cette présentation, je l'ai divisé en 3 éléments. D'abord, on va faire quelques mises en contexte pour avoir un petit peu une idée globale sur votre industrie. Et après, je vais expliquer le lien, l'avantage concurrentiel avec la valeur, parce que tout à l'heure, on a expliqué le sujet, c'est l'avantage concurrentiel avec la chaîne de valeur. Mais je vais essayer d'introduire un élément qui est central, qui est la valeur. Parce que l'élément qui fait entre l'avantage concurrentiel et la chaîne de valeur, c'est la valeur elle-même. Alors, on va définir c'est quoi la valeur et comment on peut exploiter ça pour augmenter notre avantage concurrentiel, en même temps pour vendre. Parce que moi, là, quelque chose que j'ai oublié, j'ai fait une maîtrise en recherche sur la vente et j'ai fait un doctorat à Sherbrooke sur la vente. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est la vente. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais focaliser en même temps sur l'avantage concurrentiel et sur la façon de présenter l'offre pour qu'elle soit vendeuse, cette offre. Je vais conclure sur expliquer comment utiliser la chaîne de valeur et à la fin, je vais adresser des variantes parce que la chaîne de valeur, c'est la chaîne de base. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres types de chaînes de valeur, des alternatives, et je vais simplement les présenter, puis je vais vous donner, si vous avez envie d'avoir une autre webinaire sur comment utiliser les autres variantes de la chaîne de valeur. Alors, commençons maintenant par quelques mises en contexte sur l'industrie de plastique. Alors, d'abord, si on projette jusqu'à 2021, mais on sait que vous êtes dans un domaine dans lequel prospère la production mondiale en millions de tonnes, qui arrive en 2021 jusqu'à 390 millions de tonnes de plastique. Et on voit la courbe là, de 1976 à 2021, c'est croissante. De même, le marché. Le marché, il est florissant et même nous avons ici une projection en 2028 qui était faite par Statistica qui dit que en 2028, nous avons une projection de 811 milliards de dollars en marché en plastique globalement dans le monde, ce qui est quelque chose qui est très important. Puis on voit clairement qu'il y a une grande augmentation. Donc, vous êtes dans un marché prospère, c'est la raison pour laquelle il faut en profiter. Alors, c'est clair que lorsque je parle de l'industrie plastique, il est à l'intérieur de l'industrie de fabrication qui est le code SIAN 3133. Parce que lorsqu'on veut étudier ce secteur-là, il faut aussi prendre tous les éléments connexes. Alors, nous avons d'un côté fabrication de produits chimiques, surtout la résine, tout ça, on va en parler tout à l'heure parce que c'est la matière première.
Nous avons les matières plastiques entrent dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Et on a aussi ce qu'on appelle les produits composites qui sont à l'intérieur de ça. Et nous avons tout ce qui est fabrication de machines dans lesquelles on peut avoir les moullistes et on voit aussi les fabricants de machines. Alors, exactement, moi, j'ai pris quelques codes scients qui sont intéressants, mais il faut savoir que ce sont des secteurs d'activité, ils sont des sous-secteurs d'activité. Mais l'industrie, parce qu'il faut faire la différence entre une industrie et un secteur d'activité. Alors, lorsqu'on veut faire l'analyse, on le fait sur l'industrie. Et les industries qui sont généralement les plus populaires dans cette catégorie-là, à part les résines, on va voir tout à l'heure, mais nous avons plus. Vous avez ici, là, quand je prends le quotient, vous avez 6 chiffres. Une industrie, il est toujours représenté par 6 chiffres. Et si on veut, par exemple, avoir la croissance, il faut toujours analyser la croissance par rapport à une industrie. Ce que j'ai mis ici en gras, c'est la fabrication de produits autres plastiques, c'est là que ça entre l'industrie plastique, composite, pardon. Donc, nous avons dans l'industrie plastique plusieurs industries. Nous avons dans lesquelles les sachets en plastique, nous avons ici des plaques de feuilles, nous avons les bouteilles en plastique, etc. Alors, moi, je me suis intéressé à travers Statistique Canada de savoir quelle est la progression. Parce que, comme j'ai montré tout à l'heure, il y a une progression mondiale, mais quel est l'état ici au Québec et au Canada? Et je l'ai voulu faire à travers l'indicateur de balance économique. Parce que pour savoir la force d'une industrie, souvent on la compare par rapport à la différence entre les exportations et l'importation pour savoir la force de l'industrie. Alors, j'ai comparé la force par rapport au Québec, par rapport au Canada. C'est la raison pour laquelle vous avez les graphes suivants. On voit clairement ici, là, la couleur qui est bleue, c'est l'exportation, et la couleur qui est orange, c'est l'importation. On voit clairement qu'au Québec, globalement, dans la fabrication de sacs ou de sachets, mais nous sommes dans une exportation par rapport au Canada, c'est à peu près égal. Donc, vous avez une force ici au Québec que le Canada. Donc, moi, j'ai tendance à dire que le marché canadien, dans les autres régions, ben, c'est un marché porteur pour vous aussi, là, à part le marché étranger, bien sûr. Alors, si je prends, par exemple, le marché de pellicules de feuilles, nous avons la même chose, la même constatation à peu près. Donc, c'est un marché, vous avez des forces ici, là. Si je prends le marché de plaques de feuilles sur l'emballage, ben, il y a moins d'exportation que dans les autres au Québec. On voit que les courbes se rapprochent au Québec. Et par contre, nous avons plus d'importation au Canada que de l'exportation. Pour les fabrications de feuilles, mais dans ce cas-là, nous avons de bouteilles en plastique, nous avons le contraire. Au Québec, nous avons plus d'importation que d'exportation, de la même façon que nous avons au Canada. Au niveau de fabrication de plaques plastiques pour véhicules, ben, nous avons plus d'exportation, aussi bien au Canada qu'au Québec. Pour les feuilles, fabrication de porte-fenêtres, ben, il y a plus d'exportation au Québec qu'au Canada. Et pour tout ce qui est matière composite, ben, nous avons plus d'importation au Canada, mais pour le Québec, c'est à peu près similaire. Il y a un travail à faire. Alors, pour tout ce qui est fabrication de moules industriels, ben, nous avons plus d'exportation au niveau canadien que Québec. Donc, ça vous donne un aperçu sur un petit peu les tendances actuelles qui sont de 2013 à 2022. Et c'est tout ce que j'ai pris de Statistique Canada. Maintenant, au niveau des résines. Alors, on sait bien que les résines, ça coûte un petit peu entre 30 et 50% des coûts de matières plastiques. C'est la raison pour laquelle c'est important de se pencher. Nous savons qu'il y a des résines qui sont thermoplastiques et thermodésussables. Alors, on voit clairement au Canada, ben, nous avons plus, à peu près, égalité, un peu plus d'importation que d'exportation. Mais le problème, il est grand au niveau au Québec. On a plus d'importation que d'exportation. Donc, il y a quelque chose à faire là-dedans, bien sûr. Alors maintenant, je vais passer sur, bien sûr, une classification. Vous savez cette classification, juste pour rappeler et pour signaler une chose. Vous savez que l'industrie américaine de classification des résines, ben, il y en a 7 classifications générales. Il y a le polyéthylène, tout ça, je vais pas, tout ça vous connaissez, mais je souhaite attirer votre attention que souvent les entreprises utilisent une seule résine, mais il y en a plusieurs. En même temps, il y a
mais de plus en plus, on va le voir tout à l'heure, que c'est important de s'intéresser à cette phase-là de ordre parce que ça permet d'avoir beaucoup d'avantages concurrentiels et de booster votre valeur. De plus en plus, on veut avoir de la matière qui donne plus de valeur aux clients. Parce que certaines matières, même si on peut faire des mélanges, tout ça, là, vous savez qu'on cherche des caractéristiques techniques et ces caractéristiques-là, ce qui font en sorte qu'on va utiliser plus le plastique que d'autres produits. Alors maintenant, je vais parler brièvement de quelques forces et faiblesses, opportunités menaces, parce que c'est en lien avec l'avantage concurrentiel. C'est clair que vous avez des forces ici au Québec, même au Canada, parce que le Canada, c'est à peu près 6e au monde dans la production. Au Québec, nous sommes la 2e à travers l'Ontario sur la production des plastiques. Au niveau des entreprises, la majorité des entreprises, il y a à peu près 30 ans, sont déjà entrées dans la machine. Ils ont aussi, 70% utilisent des matières recyclées, mais le problème qui se pose, on va le voir, c'est que le taux d'utilisation n'est pas aussi élevé qu'on souhaite. Et comme on sait que la fabrication de produits plastiques au Québec représente 23% des Québec. Maintenant, au niveau des défis qui sont des faiblesses jusqu'à maintenant, il y en a plusieurs, malheureusement. La première, vous savez, jusqu'à maintenant, c'est que la matière recyclée, on a un taux très faible jusqu'à maintenant. La pénurie de manœuvre qui est reliée avec l'image d'abord de l'industrie, en même temps, avec le taux de salaire qui n'est pas aussi important que la concurrence. Ça, c'est un élément qu'il faut travailler parce que je sais actuellement, parce que le problème, c'est il faut être plus rentable. Et pour donner plus salaire plus important, mais il faut gagner plus. Et c'est là que ma intervention aujourd'hui, c'est à savoir comment augmenter l'avantage concurrentiel pour vendre plus cher aux clients. Parce que c'est comme ça qu'on peut avoir plus d'argent pour payer les salaires des employeurs. Et c'est là qu'on constate depuis un certain nombre d'années que la rentabilité, ça baisse jusqu'à 44%. Donc, on n'a pas beaucoup de rentabilité parce qu'on travaille beaucoup sur les prix. Et ça, c'est quelque chose que moi, je souhaite focaliser ici dans cette présentation pour vous dire mais on ne doit pas vendre le prix, mais on doit vendre la valeur. C'est la raison pour laquelle je vais parler tout à l'heure de la valeur. En même temps, il y a moins de dépenses dans la recherche et développement et on sait que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de développement sur les matières premières, sur tout ce qui est biodégradable, biosource, tout ce qui est matière première qui peut augmenter la valeur des plastiques pour la vendre plus cher. Donc, il y a aussi des faibles investissements en formation et développement. Vous savez que le monde, de plus en plus, s'automatise, de plus en plus, les employés sont la source principale de l'avantage concurrentiel. Donc, si on ne fait pas de formation pour augmenter leurs compétences, mais on ne peut pas augmenter la valeur. Et on va voir tout à l'heure le lien ici. J'ai parlé tout à l'heure de problèmes d'image et le secteur des composites est encore très manuel. On n'a pas beaucoup d'automatisation. Au niveau d'opportunités, on a plein d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de matières plastiques composites qui peuvent être utilisées. Il y a aussi tout un chantier sur l'utilisation des déchets comme matière première. Proximité des États-Unis. Nous avons l'accord aussi avec le Mexique. Donc, tous ces éléments-là nous permettent d'avoir des coûts au niveau de transport, d'avoir des prix avec sans droit de douane. Et nous avons aussi plusieurs établissements d'enseignement de recherche qui peuvent nous aider dans cette industrie-là d'améliorer les choses. Alors, au niveau de menaces, on sait très bien qu'il y a une augmentation des matières premières de 8%. Il y a aussi des exigences du gouvernement au niveau des déchets. On a aussi la concurrence internationale, surtout asiatique. Et nous avons aussi le coût des pétroles dans les rouges comme matière, comme énergie, qui est de plus en plus agrandissant. Donc, vous êtes dans un marché ou dans une industrie dans laquelle il y a beaucoup de défis, beaucoup de menaces. Il y a aussi des opportunités et il faut savoir comment les utiliser. C'est la raison pour laquelle je cru bon de faire cette présentation-là pour vous donner les liens entre les éléments, puis en même temps, de vous donner quelques pistes de réflexion pour augmenter votre avantage concurrentiel, pour faire face à ces défis-là, en même temps, de saisir les opportunités. Alors maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. Alors pourquoi on s'intéresse à l'avantage concurrentiel? On s'intéresse à l'avantage concurrentiel pour augmenter la rentabilité. On ne peut pas, au niveau stratégique, d'avoir une grande rentabilité sans augmenter l'avantage concurrentiel.
C'est là qu'on dit une notion qui est très populaire, c'est que le prix à payer par le client, il est toujours lié avec la valeur qu'il perçoit de ce produit. Plus il perçoit une valeur grande, plus il est prêt de payer le prix. Et plus le prix est élevé, plus la rentabilité est là. Et donc, si on coupe les prix, c'est clair que la rentabilité diminue. Et donc, une façon pour augmenter les prix de vente et les marges, quand je parle de la rentabilité, c'est les marges, mais c'est augmenter l'avantage concurrentiel. Et une façon d'augmenter l'avantage concurrentiel, c'est d'augmenter la valeur perçue. C'est là que la valeur perçue entre en jeu. Mais en fait, lorsqu'on parle de la valeur, il y en a plusieurs types de valeurs. Et c'est là que je vais expliquer les types de valeurs, mais l'avantage concurrentiel, il est lié avec la valeur perçue. Mais je vais faire d'abord, avant d'expliquer c'est quoi la valeur perçue, je vais expliquer d'abord c'est quoi les types de valeurs les plus importants à connaître. Alors, premièrement, si on prend par exemple une entreprise qui souhaite faire l'échange avec un client et le satisfaire. D'abord, le client a une certaine valeur. Il y a des clients qui sont potentiels, qui ont un grand potentiel. Quand je parle de valeur des clients, ça veut dire combien de chiffre d'affaires je peux faire avec un client. Il y a aussi la valeur voulue par le client. Quelle valeur qu'il veut le client. Donc, il y a deux types de valeurs. Il y a la valeur du client lui-même, ça veut dire son potentiel en termes d'argent que je peux dégager, et la valeur voulue. De l'autre côté, nous avons la valeur appropriée, ça veut dire gagnée par l'entreprise. Et cette valeur-là, c'est la marge. C'est ce qu'on appelle dans la comptabilité, c'est bénéfice avant impôt, avant amortissement et intérêt. C'est la valeur qu'on parle, ce qu'on appelle la marge. La marge, ça c'est la marge nette, parce que la marge brute, elle est là. C'est justement, juste les ventes moins les coûts directs. Mais la marge nette, avant impôt, amortissement, intérêt, c'est la marge brute moins les frais marketing, les frais généraux d'exploitation, toutes les administratifs. Et donc, ce qui nous reste, c'est les bénéfices, et ces bénéfices-là, ce qu'on appelle la valeur appropriée. Alors, juste pour savoir, vous savez que tous vous avez une comptabilité, puis vous pouvez savoir votre bénéfice. Quelqu'un peut se demander, est-ce que ces bénéfices-là sont bons ou n'est pas bons? Ça prend un benchmark. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ici là, un lien. On va prendre le lien parce que ça permet de voir exactement comment on fait ça de façon pratique. Et vous avez un outil ici là, très utile au niveau Canada. C'est des données qui sont actualisées chaque année. Je vais prendre le lien et je vais aller copier ça. Je vais aller juste dans Google. Je vais faire le lien ici, là. Et vous avez ici ce qu'on appelle les rapports d'industrie financière. Alors, vous avez deux rubriques. Soit que vous avez un chiffre d'affaires de 5 millions, soit que vous avez un chiffre d'affaires entre 5 millions et 20 millions. Alors, les données qui sont publiques, c'est surtout ceux qui sont à 5 millions. Mais si vous voulez entre 5 millions et 20 millions, vous devez vous abonner avec Statistique Canada. C'est quelque chose qui est faisable. Et vous pouvez comparer au niveau canadien comme vous pouvez comparer au niveau Québec ou chaque province. Restons dans le Canada. Et ici, vous avez le type d'entreprise. Bien sûr, la plupart des entreprises, c'est incorporé. Et ici, vous avez ici, on peut parler en termes de revenus, on peut parler en termes de marge, et on peut aller en dollars, en pourcentage. Alors là, ce que vous avez ici à utiliser, tout simplement, je vais prendre, comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, ça prend une industrie. C'est pour ça que vous êtes dans une industrie, par exemple, de fabrication de bouteilles, ben, il suffit de prendre ce code C1 qui est ici, là, juste le copier. J'ai du mal à copier ça. On va copier ici, là. Puis je vais faire chercher. Je ne sais pas pourquoi il me sort ça, là. Si j'ai dans le sondage. C'est comme il a. Voyez-vous, ici, il me donne l'industrie et je crée un rapport.
sais pas pourquoi il ne veut pas donner, mais normalement, ça marche. Peut-être essayer de mettre no thank you. Peut-être que c'est pour le sondage. Je l'ai cliqué 2 fois. Je ne peux pas. Bon. OK. Ce que je vais faire, je vais prendre le lien et je vais prendre ce lien-là. Je vais faire comme ça. Pardon. Je vais faire un autre lien. Donc, je répète, ça permet de voir un petit peu comment j'ai fait. Ici, là, je vais répéter sur le lien. Je vais répéter ça dans un autre lien, puis je fais comme ça. Et non, tiens. Et comme ça, créer un rapport. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, mais d'habitude, il marche. Ce que je peux faire, c'est pendant que tu poursuis ta présentation, je peux essayer de me connecter au site, de le faire, puis je partagerai mon écran si ça Parce fonctionne. que ça permet de voir. OK. Mais disons que ce qu'il va faire après, c'est qu'il va me donner une état critique dans lequel il va me donner, selon la rubrique, il va me donner tout simplement le benchmarking, c'est-à-dire les marges par la moyenne de l'industrie. Il va me donner toutes les mêmes. Par exemple, si vous voulez savoir, est-ce que vous dépensez plus en salaire des employés, il va vous donner la moyenne de l'industrie. C'est quelque chose qui est fantastique pour vous parce que ça vous permet de comparer par rapport à la concurrence. Donc, en fait, c'est ça le site qu'on utilise. Moi, je l'utilise dans mes cours pour demander aux étudiants, dans une industrie donnée, ben, c'est quoi que le benchmarking? Et ça va me donner un rapport qui me permet de voir ça. OK. En attendant que Simon, je m'excuse pour ça, mais je pense qu'il y a une erreur dans le système dans lequel il ne veut pas embarquer. Alors, je vais compléter, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vous-même. Donc, vous avez le lien. Donc, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y a la valeur qui est des clients, la valeur voulue par le client et la valeur qui est prise par l'entreprise. Et cette valeur-là, c'est la marge nette. On peut la comparer par rapport à l'industrie. Alors maintenant, l'entreprise, elle, il va créer une valeur. Ça veut dire, moi, je peux dire, par exemple, une entreprise peut dire, moi, j'ai un produit de qualité, j'ai un produit qui a des caractéristiques techniques, des caractéristiques, tout ça, mais ça, c'est que ce que vous dites. Mais qu'est-ce qu'il est perçu par les clients? C'est la raison pour laquelle vous avez ce qu'on appelle la valeur perçue. Et c'est cette valeur-là qui fait en sorte que vous avez un avantage de concurrence parce que, en même temps, les clients perçoivent votre valeur, ils vont percevoir la valeur de la concurrence. Et c'est la différence entre les deux qui fait en sorte qu'il y a un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, elle est là lorsque votre valeur perçue est supérieure de la concurrence. Et c'est ça ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Alors maintenant, c'est quoi la valeur perçue? Ce qu'on va voir tout à l'heure de façon exacte. Mais c'est clair et net que plus que votre valeur perçue est supérieure à la concurrence, plus vous avez de l'argent parce que les clients vont acheter chez vous. Et c'est ça le lien entre le profit, la rentabilité et la valeur perçue et l'avantage concurrentiel. Donc, c'est là que moi, je souhaite attirer votre attention que la valeur perçue est primordiale. Et c'est elle qui va vous dire c'est quoi l'avantage. Maintenant, je souhaite faire une nuance. Quand on parle de l'avantage concurrentiel, il y a deux choses. On peut dire l'avantage concurrentiel au niveau de l'industrie. Par exemple, je peux dire que l'entreprise X a un avantage concurrentiel dans l'industrie. Dans ce cas-là, il faut que sa valeur perçue soit supérieure à la moyenne de l'industrie. Par contre, quand je dis que l'entreprise A a un avantage concurrentiel par rapport à B, il faut que la valeur perçue de A soit supérieure à B. Donc, il faut faire la différence entre l'avantage concurrentiel entre deux entreprises et l'avantage concurrentiel dans l'industrie en totalité. Dans l'industrie en totalité, il faut tout simplement être supérieur à la moyenne de l'industrie. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsqu'on a fait le benchmarking, dans le tableau que je n'ai pas réussi de le faire, mais on peut se demander est-ce que notre bénéfice est supérieur à la moyenne de l'industrie ou bien inférieur. S'il est supérieur à la moyenne de l'industrie, donc ça va bien. S'il est inférieur, ben, ça veut dire que je n'ai pas beaucoup d'avantages concurrentiels. Donc la rentabilité me renseigne
même si je ne connais pas la valeur perçue, mais la rentabilité me renseigne sur est-ce que j'ai un avantage concurrentiel dans l'industrie ou non. Si mes bénéfices avant impôt, avant amortissement sont supérieurs à la moyenne de l'industrie, mais je peux dire que j'ai un avantage concurrentiel supérieur à la moyenne de l'industrie. Parce que l'avantage concurrentiel amène nécessairement vers la rentabilité. Alors maintenant, on va entrer sur c'est quoi cette valeur perçue. La valeur perçue, on l'a définie comme qu'est-ce qu'il va gagner le client moins qu'est-ce qu'il va perdre. Alors merci Simon. Donc on voit ici clairement que vous avez un état, un rapport en pourcentage sur tous les éléments. Mais vous avez ici, il suffit de savoir, vous avez ici l'industrie en matière des quartiers. Alors, il suffit de savoir dans quel écart type, et ça on peut savoir à travers le chiffre d'affaires, mais en même temps on peut savoir, est-ce que notre assurance, vous avez ici des pourcentages, est-ce qu'on fait plus que la moyenne, est-ce qu'on donne moins que la moyenne, est-ce que l'exploitation des frais d'exploitation supérieurs, et ça donne un indicateur important. Et maintenant, le bénéfice net, c'est le dernier. Ce que je suis en train de parler, vous savez le mot bilan là, en dessous de mon bilan, vous avez bénéfice net. C'est ça ce qu'on appelle la marge nette ou bien le bénéfice avant impôt, avant amortissement interne. C'est ce bénéfice-là qu'on doit comparer par rapport à nous. Et ça, vous avez, et ça change. Et même, on a certains ratios financiers qu'on peut comparer après. Les ratios financiers, vous avez, certains, parfois, on n'a pas. Mais disons, avec ceux qu'on a, mais on peut comparer par notre business, la performance de notre business par rapport à l'industrie. Et ça, c'est justement la moyenne de l'industrie. Comme je disais, ça, c'est pour les entreprises avec 5 millions et moins, mais pour les 20 millions, on a aussi, et on peut faire la même chose juste au Québec. Le rapport que vous avez maintenant, c'est au Canada, mais au Québec, on a aussi. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui serait profitable pour vous parce que ça vous permet de se comparer par rapport à l'industrie. Donc, le mot-clé, c'est l'industrie. Il faut toujours se comparer à l'industrie et ce n'est pas le secteur d'activité. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, j'étais sur la valeur perçue. Alors, dans la littérature, la valeur perçue, on a ce qu'on appelle les bénéfices et les sacrifices. Les bénéfices, c'est-à-dire qu'est-ce que le client va gagner et qu'est-ce que le client va perdre. Alors, pour augmenter la valeur perçue, nous avons trois méthodes. Soit augmenter les bénéfices pour les clients, soit réduire les sacrifices, soit travailler sur les deux si on a la possibilité. Donc, vous avez trois façons pour augmenter la valeur perçue. Alors, quelqu'un peut dire, c'est quoi les bénéfices que je peux donner au client? D'abord, le premier bénéfice, c'est ce qu'on appelle les bénéfices fonctionnels. Le produit que vous faites, il y a une fonction. Je donne par exemple, vous avez par exemple, vous avez fabriqué une bouteille, mais le client, il gagne parce qu'il utilise la bouteille pour une fonction pour remplir par exemple l'eau. Vous avez le bouchon aussi, vous avez fait pour l'eau. Il y a ce qu'on appelle une utilité. Nous avons aussi l'expérientiel. Mais là, c'est la facilité avec laquelle il utilise le produit. Plus c'est facile, plus c'est bon. Symbolique. Si vous êtes une entreprise locale, par exemple, si vous avez une entreprise, par exemple, de grande qualité, de grande expertise, c'est très bon. Vous avez aussi la relation qui est très importante dans le B2B, mais si vous avez une bonne relation avec les clients, et quand je dis bénéfice de relation, ça dit que vous le dépannez. Vous êtes dans vous pouvez changer votre fabrication pour lui, vous faites des choses pour booster sa productivité. Tous ces éléments-là, en contrepartie, lui, là, il va vous aider pour avoir du chiffre d'affaires aussi. Alors, si l'entreprise n'a pas quelque chose à offrir dans l'un des 4 éléments qu'on va expliciter tout à l'heure, mais l'entreprise peut aller vers monétaire. Je ne peux pas dire le prix parce que le prix, c'est un élément important de monétaire, mais le monétaire inclut aussi le prix de transport, le prix pour la garantie, le prix pour, par exemple, de faire des maintenances ou bien services après-vente. Tous ces prix-là entrent en jeu. Mais si on est capable de réduire un des prix, ben c'est une bonne chose. Le temps aussi, que ce soit dans le temps de faire les devis, le temps de fabrication,
le temps d'expédition, tous les éléments sont importants. Si on est capable de réduire ça, c'est très important. L'énergie, c'est-à-dire si on est capable de faire un procédé dans lequel il va consommer moins d'énergie, il va faire moins de transport, c'est des éléments importants. Et le psychique, c'est tout ce qui est risque. Les clients ne veulent pas avoir des risques. Mais si on est capable de réduire le risque de performance ou de financier ou quelque chose qui est comme ça, mais c'est important pour le client. Donc, je répète, l'entreprise peut augmenter l'un des 4 bénéfices ou bien réduire un des 4 sacrifices ou faire les deux en même temps. Mais souvent, les entreprises travaillent uniquement sur la partie monétaire. Et je vais vous dire tout à l'heure que ce n'est pas l'enjeu principal parce qu'il ne faut pas vendre un prix, il faut vendre une valeur. C'est ça que je vais insister dans cette présentation. Nous sommes maintenant en marketing, on vend la valeur et ne pas le prix. Et c'est là que vous devez valoriser votre valeur. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour chaque élément, mais au niveau utilitaire, peut-on changer les caractéristiques physiques, avoir plus de caractéristiques? On sait que la raison d'être même des plastiques, c'est pour changer le métal de l'aluminium parce qu'il est léger, mais en même temps, il y a des contraintes au niveau des caractéristiques physiques et mécaniques. Donc, si on est capable d'ajouter ces caractéristiques-là avec des ajouts, même faire des additifs, faire par exemple des fils pour avoir des matières composites, c'est bon. Avoir aussi des choses qui sont contre les produits chimiques, la corrosion. On sait que le plastique est très bon contre la corrosion. Peut-on faire quelque chose? On sait que le plastique, malheureusement, il est non conducteur d'électricité, dans la plupart du temps. Peut-on faire des plastiques conducteurs thermiques et électriques? C'est toutes des choses qui sont très utiles. Et si on est capable de faire ça, on va augmenter la valeur. Et quand on augmente la valeur, donc vous avez une façon de justifier que le prix soit cher. L'expérience, facilité d'utilisation, facilité de réparation. Si vous avez, par exemple, vous faites une moule, puis dans la maintenance, c'est difficile de la maintenir, cette moule-là, mais c'est des temps supplémentaires pour les clients. Et donc, si on est capable de faire quelque chose qui est facile à entretenir, qu'on facilite aussi d'avoir des qualités d'interaction avec le client, facilite d'interagir avec les employés, tous ces éléments-là rendent l'expérience, que ce soit au niveau de l'interaction avec les produits ou l'interaction avec les humains, agréable, facile, c'est quelque chose qui est important. Et c'est elle qui va amener aux relations. C'est pas par hasard que la valeur utilitaire est au premier, expérience c'est plus supérieure, symbolique est supérieure, et la relation, c'est la valeur la plus supérieure. Plus qu'on entre, plus le but ultime, c'est d'avoir des relations solides. Cette relation-là se manifeste avec quoi? Mais avoir la confiance, être partenaire des clients, en même temps que les clients acceptent des prix premium qu'ils peuvent payer parce que nous sommes là pour l'aider, pour donner une expérience, pour donner des produits à valeur ajoutée, etc. Donc, le symbolique, on peut augmenter notre image de marque, on peut jouer sur le produit canadien, québécois, on peut jouer sur le degré d'expertise. Nous sommes l'entreprise la plus experte dans le domaine, nous sommes l'entreprise qui offre la plus de qualité, etc. Le relationnel, c'est la qualité de relation. Il faut qu'on ait des bonnes relations avec le client. Il faut les satisfaire. Il faut aussi les fidéliser. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Parce que maintenant, la relation est très importante. Au niveau monétaire, c'est clair que le prix de vente, c'est l'élément le plus majeur. Mais moi, je souhaite faire attention à ça parce que c'est important. Mais il ne faut pas nier les autres. Il y a aussi le prix de transport, les frais d'installation. Nous avons le temps aussi de réponse, le délai de production, les délais de livraison. Tout ça, on peut jouer sur ça. L'énergie, l'effort d'installation, l'effort de réparation, etc. Et le physique, c'est le risque financier de performance. On peut donner des garanties pour nos clients, etc. Alors, quelqu'un peut dire, là, ça, c'est tout ça est abstrait. Mais non. J'ai déjà fait des choses avec des entreprises, notamment une entreprise de pompage en Rwanda. Et j'avais un étudiant en MBA, il disait, comment on peut exploiter ça? Comme c'est une valeur tertiaire, je demande tout simplement, je lui demande tout simplement, peut-on demander à vos clients quels sont les bénéfices qu'ils cherchent et quels sont les sacrifices qu'ils veulent diminuer? Il a cité les bénéfices et sacrifices. En même temps, quelle est leur importance? En même temps,
est-ce qu'il peut me comparer à moi, c'est l'entreprise, par rapport aux concurrents? Et à travers ça, nous sommes arrivés à savoir quel bénéfice est donné pour chaque client, quel sacrifice est réduit pour chaque client, et calculer même la valeur et de dégager la part de marché. Et on a constaté ce que ici, là, coïncide avec la part de marché de l'entreprise. Et ça, là, je l'ai publié un article dans un grand journal qui prouve ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut l'exploiter de façon concrète. C'est une valeur perçue, donc on fait une question tout simplement. Selon vous, est-ce que la qualité offerte par l'entreprise X est supérieure et elle est de combien sur une échelle de 1 à 7? C'est tout simplement ça. Maintenant, ce qu'on a démontré dans la littérature, c'est que cette valeur perçue n'est pas suffisante. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous aborder une notion qui est très importante actuellement, en 2023, dans la vente. Et cette notion-là, ça s'appelle valeur basée sur la vente. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire mais une chose importante, parce que souvent les entreprises se basent sur les caractéristiques. Il va vous dire, par exemple, moi, j'ai des plastiques qui est à base de matrice polyéthylène, qui résistent à température. Mais les gens veulent la valeur. Donc, pour passer des caractéristiques à la valeur, on a un modèle. Et ce modèle-là s'appelle CAV. Il faut dire pour chaque caractéristique, c'est un exercice qui prend un petit peu de temps, mais qui est très faisable. Il faut le faire. Par exemple, je vous ai donné un exemple. J'ai ajouté certains additifs à la matrice polymère. Par exemple, j'ai ajouté des additifs comme, par exemple, des antioxydants, par exemple. Et ça me permet d'augmenter légèrement la résistance chimique, par exemple. C'est ça l'avantage. Mais la valeur, c'est quoi? Donner plus de qualité, plus de durabilité, bien servir les coûts, réduire les coûts de consommation. C'est ça la valeur. Et vous faites cet exercice-là parce que rester uniquement dans les caractéristiques, ça va donner rien pour le client. Il faut toujours transformer les caractéristiques en termes de valeur. Un deuxième exemple. Vous avez par exemple ici là une entreprise qui fait polypropylène expansé. Ça permet quoi ça? Avec la Covid, là, on sait que certains médicaments ou certains piqûres, ils ont besoin d'une température en dessous de 0. Ça permet d'avoir une fraîcheur, une isolation, mais ça c'est l'avantage. Qu'est-ce qu'il fait après? Mais il préserve la qualité des produits. Donc, on ne gaspille pas des produits, des coûts, et réduit la consommation d'énergie. On a aussi de plus en plus des matériaux qui font l'isolation dans le domaine plastique, qui augmentent la longévité. Ça permet quoi? Ben, ça permet comme avantage, c'est le confort, la durabilité, mais au niveau valeur, c'est une valeur expérientielle et réduit les coûts de remplacement et réduit les coûts de consommation. Donc, vous êtes obligé, si on est dans la valeur, de toujours transformer. J'ai une caractéristique des produits. C'est quoi l'avantage qui découle? Et cet avantage-là, il faut le décrire en termes de valeur pour les clients. Parce que les clients perçoivent la valeur, ce n'est pas la caractéristique. Je vous donne un exemple dans un autre domaine pour vous comprendre. Quelqu'un qui achète une assurance. Mais pourquoi il achète une assurance? Mais il achète une assurance parce que ça permet d'être sûr, c'est l'avantage. Mais la valeur, c'est quoi? C'est la tranquillité d'esprit. Le gars, là, il conduit, puis il a un esprit tranquille, il a une façon il n'a pas une lourdeur d'avoir, si jamais il arrive un accident, j'aurai quelque chose à payer quelque chose. C'est ça la valeur finale. Donc, il faut toujours penser à la valeur finale qui gagne pour le client. Alors maintenant, comment on l'a fait et quel est le modèle qu'on utilise? C'est là laquelle, maintenant, en vente, on a ce qu'on appelle la vente basée sur la valeur. En anglais, c'est value based selling. Ça, c'est la méthode inventée par les Allemands. Au monde, sont les plus forts dans ce domaine-là et sont eux qui ont inventé ce concept. Ce concept, il dit quoi? Il dit tout simplement qu'il faut vendre la valeur et ne pas le prix. Il faut dire au client que ce qu'il achète, c'est pas un coût, c'est un investissement. Et cet investissement, même s'il est cher au départ, sur une période, ça va être rentabilisé sur une période. Et on doit calculer le retour d'investissement. Donc, je répète, ce que le client achète, c'est pas des coûts, c'est un investissement. Et donc, au lieu de dire que lorsque je vends un produit, je vais gagner de l'argent, mais il faut démontrer aussi que le client gagne de l'argent. Et quand je parle de clients, on parle des clients jusqu'à le client final. Et ça l'approche actuellement en vente.
Les meilleures entreprises maintenant mondiales se basent sur la vente de valeur et non pas de prix. C'est la raison pour laquelle vous avez ici deux statistiques qui sont sorties en 2022. 71% des entreprises en croissance dans le marché B2B utilisent la vente basée sur la valeur. 92% des acheteurs industriels, ils souhaitent savoir quelle valeur ils vont gagner au lieu de dire quel prix ils vont avoir. Et si jamais vous avez un acheteur qui, lui, là, cherche uniquement le prix de base, mais vous devez aller vers le directeur financier parce que eux, là, les directeurs financiers, les contrôles financiers, et ils souhaitent avoir des rentabilités. On peut aller plus loin pour dépasser le simple acheteur qui souhaite avoir uniquement le prix. Alors, comment ça se passe, ce modèle-là? Ce modèle passe sur 3 éléments. D'abord, il faut bien comprendre les activités des clients et des clients des clients. Il faut connaître sa chaîne de valeur. C'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses pertes? Pour bien, après, quantifier la valeur. Et le thème important, c'est la quantification de la valeur. C'est pas uniquement de dire, voici la valeur que je vous donne comme tout à l'heure. Mais c'est quoi la valeur? En même temps, il faut démontrer ça à travers une simulation, à travers des exemples. On appelle ça la communication et la démonstration de valeur. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que les clients interviennent. Donc, nous sommes ici, là, c'est pas dans l'approche comme vous vendez quelque chose et le client consomme ce que vous vendez. Non. Il faut que le client soit co-créatif de la valeur. Il faut qu'il soit impliqué depuis le départ, depuis la conception. C'est la raison pour laquelle, mais actuellement, là, nous sommes le client final. Il faut toujours que le client final soit là. Il faut qu'il soit co-créateur de la valeur. Il faut qu'il soit impliqué depuis le premier temps. Avec les molistes, avec les mouleurs, qui sont les processeurs, et même les firmes d'ingénierie, pour savoir, dès le départ, comment on va concevoir la moule. Est-ce que c'est faisable en moule? Quels sont les éléments qu'on doit faire ou non? Pour qu'à la fin, il y ait un retour sur l'investissement pour tout le monde. Et ça ne peut pas être fait sans que tout le monde se parle depuis le départ. C'est l'enjeu majeur qu'il faut avoir. Et comme association que vous avez la chance d'avoir plusieurs partenaires et donc il faut les utiliser depuis le départ. Ça, c'est très important. On ne peut pas travailler chacun à part. Parce que tout le monde doit gagner. Parce que c'est un investissement. Il faut savoir c'est quoi les gains qu'on doit gagner, quelles sont les pertes, comment on peut enlever cette perte-là, sur quelle période on peut gagner. Tout ça là, doit être discuté en même temps avec les clients et avec les parties prenantes. Alors, pour vous donner de façon concrète ça, je vais commencer par un exemple dans la littérature. L'entreprise SKF qui vend les roulements, c'est une entreprise très, très, très réputée, puis il avait un enjeu. Cet enjeu-là, vous avez que son prix unitaire de roulement, c'est 15 $ américains, puis le concurrent est 10 $. Comment il a fait pour surmonter ce problème? Il a fait des essais avec les clients. Disons que si moi, je vous donne comme essai mon roulement à vous, puis vous avez la concurrence. Sur une période d'une année, qu'est-ce que moi, je peux occasionner comme frais et comme gain et le concurrent, sachant que lui, à l'unité, il est moins cher que moi. Mais ils ont fait l'expérience que durant une année, il y avait plus pour le concurrent à 10 $, il y avait 87 $ de plus sur les frais d'installation, sur la durée de vie, sur les prix de lubrification, c'est la consommation d'énergie. Et ça prend une étude avec le client. Je vous disais que le client doit vous donner l'information et il faut au départ faire des essais avec lui pour voir quels sont les coûts occasionnés. Si on n'a pas ça, on ne peut pas savoir. Et eux, ils ont démontré qu'avec le roulement, ils dépensent uniquement 55 $. Donc, voyez-vous que sur une année, on peut gagner 30 $. Et donc, si on considère que les 15 $, la différence entre les gains et la différence entre l'entreprise non concurrente, mais voyez-vous là, entre les deux prix qu'il a perte, au départ, c'est 5 $. C'est comme 5 $, c'est un investissement de plus que vous faites. Mais vous allez gagner 30 $. Donc, en fait, vous gagnez un retour d'investissement à 605 %. Alors, moi, je ne vois pas qu'un contrôleur financier, quand vous montrez ça, il ne va pas accepter ça. Parce que ça, c'est quelque chose de concret. Ça va dépasser le prix de départ.
on ne vend pas le prix, on vend la valeur. Voyez-vous, tous les gains et les pertes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les bénéfices, c'est les gains. Et les sacrifices, c'est les pertes. Qu'est-ce que je perds comme client et qu'est-ce que je gagne sur une période? Et donc, nous, on travaille en termes d'investissement. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé juste sur YouTube en cherchant parce que je voulais trouver des cas concrets dans votre industrie. Et j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Cristalline en France. Ils font des bouteilles en eau, c'est un embouteilleur, et c'est la bouteille la moins chère en France. Et le monsieur, le propriétaire, il explique d'où vient son avantage concurrentiel. Je n'ai pas les détails, mais il a dit, j'ai relevé ce qu'il a dit. Il a dit que son avantage vient du fait que la bouteille est plus légère que la concurrence de 21%. Donc, il y a moins de matières premières. Et même l'épaisseur, il est de 50%. En 25 ans, il a réduit l'épaisseur du bouchon, de la bouteille 60%. Une chose qu'il a dit aussi là, il avait eu une visite d'un mouliste, d'un professeur néerlandais. Il a dit que d'habitude, les gens utilisent de polyéthylène ou propylène pour ce type de bouteille. Lui, il a proposé de propylène. Donc, il a changé la matière. Il a gardé ça secret pendant 10 ans. Voyez-vous là, il a travaillé sur 2 éléments. Premier élément, c'est changer la matière première. 2 éléments, réduire l'épaisseur. Que ce soit de la bouteille elle-même, de l'enveloppe ou bien du bouchon. Alors, quel est l'effet de ça? C'est que le client final, qu'est-ce qu'on veut? Plus moins cher. L'embouteilleur qui est cristalline, mais comme vous savez, si l'épaisseur est moins, si elle est plus légère, mais on a moins de coûts de transport, on a plus de volume de vente et gagne aussi en coût de stockage. Ce qui fait que l'embouteilleur gagne. C'est cette gain-là qui lui permet d'avoir un prix moins cher sur le marché. Et pour gagner ça, ça prend une conception en matière première, en termes des moulistes et mouleurs, ça veut dire les processeurs. Donc, tous ces éléments-là, l'embouteilleur doit travailler avec les mouleurs et moulistes pour avoir un prix à la fin moins cher. Ça passe par quoi? Ça passe par une conception différente, savoir un choix de matière première différent et une épaisseur différente, qui est plus que la concurrence. Et c'est comme ça, à la fin, je n'ai pas les détails de combien il gagne à chaque fois dans le coût de transport, mais il faut savoir dans le domaine de l'embouteillage, le coût de transport en globalité, ça coûte à peu près 40% de prix de revient. Si on gagne pour le transport, c'est clair que le prix sera moins cher à la fin. Donc, si nous, on soucie à la fin, qu'est-ce que le client final gagne et avant lui, qu'est-ce que l'embouteilleur peut gagner, qu'est-ce que le processeur peut gagner et comment le mouliste peut travailler avec tous ces éléments-là pour faire une conception au départ qui fit avec toutes les exigences et qui fait en sorte qu'on va donner quelque chose qui a un avantage concurrentiel pour le processeur, pour l'embouteilleur et à la fin, le client va choisir l'embouteilleur et puis lui va augmenter la quantité de commandes vers les autres opérateurs. Voyez-vous que cette façon-là, elle est plus convaincante que de dire tout simplement, voici mon prix et voici, moi, j'ai des caractéristiques. Il faut quantifier. Je sais que cette méthode-là, ça prend un peu de travail, mais c'est ce qui se fait actuellement dans les grandes entreprises, et quantifier la valeur. C'est quelque chose qu'on doit faire. Ça prend un démarche, ça prend un exercice, et ça, c'est quelque chose qui est primordial maintenant, parce qu'il faut convaincre en termes monétaires le client. Il faut dire en quoi votre offre a un avantage concurrentiel qui est concrétisé par un gain monétaire à la fin. Donc, ce que j'ai dit à la fin, il faut vendre la valeur et non le prix. Parce que la piège qu'on a actuellement, c'est qu'on vend le prix. Et nous, dans la vente, on dit, si vous vendez le prix, vous n'avez pas besoin d'un vendeur. Les vendeurs sont là pour vendre la valeur. Et si le vendeur vend le prix, il n'a pas de raison d'être. Il n'a pas de raison d'être. Parce que le prix se vend tout seul. Il suffit d'avoir un prix moins cher et les gens vont venir vers vous. Mais lorsque vous avez le prix moins cher, vous n'avez pas de marge. Et si vous n'avez pas de marge, vous n'avez pas assez de prix pour attirer de grands talents. Et là, c'est un cercle vicieux.
Alors, justement, comment on fixe le prix actuellement? Comment on préconise d'être fixer le prix? Alors, vous avez ici deux axes. Les entreprises peuvent fixer le prix basé sur le coût. Généralement, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le coût de prix de revient, ils ajoutent une marge. Il y a certaines entreprises qui vont ajouter la concurrence. C'est-à-dire, moi, pour avoir un avantage concurrentiel, je dois vendre moins que les concurrents. Mais maintenant, actuellement, là, il faut que le prix soit basé sur la valeur qu'on donne. Ça, c'est le premier axe. Mais le deuxième axe, là, on ne peut pas dire qu'on va vendre sur la valeur si nous, on n'est pas capable de démontrer que nous avons une bonne valeur aux clients. C'est ce qu'on appelle la réalisation de prix. La réalisation de prix, ça veut dire quoi? Je démontre avec la démonstration que vous avez une valeur ajoutée aux clients en retour d'investissement. Et ce qu'on appelle le zone de pouvoir de prix. C'est là. On doit vendre sur la valeur, mais il faut que la valeur soit très comprise et très démontrée que le client gagne avec nous s'il achète de nous, même si notre prix est plus cher. Voyez-vous, par exemple, si quelqu'un là donne un prix faible, c'est comme nous, en littérature, on dit qu'il lève le drapeau. Ça veut dire qu'il n'a pas d'armes, il ne fait pas la guerre, la concurrence. Ce n'est pas une façon de faire parce qu'il est en train de perdre l'argent. La cause, c'est quoi? C'est que le fait de vendre moins cher, c'est parce qu'il n'a pas valorisé sa valeur. Il ne démontre pas en quoi son produit a une valeur. Il ne démontre pas ça. Il reste dans les caractéristiques, même il ne veut pas aller avec la valeur perçue, et il n'est pas aussi capable de transformer la valeur perçue en valeur monétaire. Deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tous les clients qui sont rentables. Il faut savoir que les clients qu'on doit faire cette relation basée sur la valeur, c'est les clients qui sont potentiels, qui veulent de la qualité, ils veulent de la valeur, ils veulent l'investissement. Ce n'est pas tous les clients avec lesquels on doit faire cette démarche-là. Donc, il faut utiliser client par client, rassembler les clients sur lesquels on a un grand potentiel, qu'ils veulent avoir des grands investissements, démontrer de la valeur, et c'est ce qu'on va focaliser. En littérature, ils disent que à peu près 60% de votre client, il peut être comme ça si on les sensibilise. C'est pas comme la règle 20-80 qu'on dit que 20% des clients sont rentables. Non. Si on est capable de bien expliquer notre valeur, on est capable de convertir 60% de notre clientèle vers une approche basée sur la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils font avec nous, c'est des investissements qui sont rentables dans le temps. Et on ne peut pas se faire sans leur collaboration. Et la collaboration de leurs clients lui-même, s'ils ont des clients dans la chaîne. Tout le monde doit travailler pour arriver à ça. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ici ce qu'on appelle la matrix, dans laquelle on va cibler, catégoriser les clients, mais vous voyez aussi là que ce n'est pas tous les clients qui sont profitables. Il y a des clients qui ne sont pas rentables. Il faut faire attention à ça. D'abord, ce que je souhaite vous sensibiliser, que c'est bon cette méthodologie-là, mais c'est important de bien sélectionner vos clients d'abord, avec qui on doit faire cette démarche-là. Ce n'est pas avec tous les clients. Peut-être en premier temps, on va continuer avec certains clients comme ça qu'on fait d'habitude, mais pour certains clients qu'on souhaite valoriser, puis on sait qu'ils sont focalisés sur l'excellence, ces clients-là, comme Bombardier, pour les grandes entreprises, on le sait qu'ils sont toujours à l'excellence. Cette méthode-là travaille très bien. Alors maintenant, quelqu'un peut dire, tout ça est très bien. Voici la valeur qu'on cherche. La valeur, on doit la quantifier, mais d'où vient cette valeur? Et c'est là que je vais faire le lien avec la chaîne de valeur. Mais avant de faire le lien avec la chaîne de valeur, il faut savoir que tout ce qu'on fait là, ça va sur les capacités stratégiques. Quand on parle de capacités stratégiques, c'est les ressources et compétences des employés, les ressources financières, les compétences des employés. Ça, c'est notre base. C'est nos ressources comme machines, comme humains, leurs compétences qui nous font en sorte qu'on peut exécuter ça de façon correcte. Mais moi, je me souhaite vous attirer de façon brève sur ça. Parce que souvent, les entreprises croient que le fait d'avoir une compétence, c'est un avantage concurrentiel. Pour savoir
soit une compétence, une ressource, c'est une avantage concurrentiel, c'est la raison pour laquelle on l'appelle capacité stratégique. Le mot stratégique, ça veut dire quoi? Que c'est un avantage concurrentiel. Mais on utilise un modèle qui s'appelle Value. Le modèle Value, ça veut dire quoi? Est-ce que cette compétence a une valeur pour le client? Est-ce qu'il est utilisé par la concurrence? Et le plus important, est-ce qu'il est rare? Parce que si tout le monde possède la même compétence, et je ne peux pas dire que j'ai un avantage concurrentiel, il faut qu'il soit rare. Et le plus, si on a non imitable, c'est le parfait. Mais au moins, on a rare. Si on n'a pas rare, on appelle ça un seuil concurrentiel. Ce n'est pas un avantage. Ça veut dire quelque chose que tu dois posséder, mais ne t'amène pas un avantage concurrentiel. Donc, le bout là, ici, là, c'est chaque ressource, chaque compétence doit être évaluée selon ce modèle-là pour savoir quelles sont les ressources, quelles sont les compétences qui amènent un avantage concurrentiel. Sans ça, je ne peux pas identifier mes ressources et compétences qui sont stratégiques. C'est ce qu'on appelle les capacités stratégiques. Maintenant, une autre façon de faire, c'est la chaîne des valeurs, c'est les activités. Mais les activités, ils sont faites par quoi? Il est fait par nos machines, par nos employés. Donc, il influence sur les activités. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Voyez-vous là? Moi, j'essaie de vous dire ici, là, que la valeur perçue ou l'avantage concurrentiel peut être fait par deux éléments qui sont complémentaires. Les capacités stratégiques, on peut faire un autre webinaire parce que ça prend du temps pour le distinguer, mais j'ai simplement mis quelques éléments importants. Et aujourd'hui, on va focaliser sur la chaîne de valeur qui sont les activités qu'on fait. Alors, qu'est-ce maintenant? Quelles sont les activités sur lesquelles on doit focaliser, à part les compétences et les ressources? Maintenant, je parle des activités. D'abord, je vais définir c'est quoi la chaîne de valeur et pourquoi c'est important. Alors, le monsieur qui a fait la chaîne de valeur, c'est monsieur Porter. Monsieur Porter, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un Porter. Au départ, il n'était pas en management. C'est un ingénieur en mécanique. Quand il a travaillé en gestion, il a trouvé que dans la gestion, on parle beaucoup de choses, mais on n'a pas de modèle. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. La première chose qu'il a faite pour dire comment les entreprises doivent avoir la marge. Cette marge-là, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est la marge nette. C'est le bénéfice avant impôt, avant amortissement et intérêt. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai indiqué cette marge-là, qu'on appelle cette marge nette. Il a dit une entreprise qui va avoir plus de marge. Mais il doit travailler sur quelle activité? Lui, il a distingué deux types d'activités. Activité principale et activité secondaire. Ça ne veut pas dire que les activités principales sont importantes que les secondaires, de soutien, qu'on appelle secondaire. Mais non. Les activités principales sont liées à la production, aux opérations. Et les activités de soutien sont pour supporter. Mais ils sont toutes importantes les unes aux autres. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on veut augmenter la marge, on doit travailler sur chacune des activités. De quelle façon? Savoir c'est quoi comment on peut réduire les coûts et comment on peut augmenter les bénéfices. Alors nous, là, dans le temps de M. Porter, on n'avait pas cette notion de valeur. Parce que cette notion de valeur, elle est nette en 2000. Lui, il a fait ça en 1960. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant avec ce qu'on vient de dire? Mais chaque activité, on doit analyser quel bénéfice apporte et quel sacrifice on peut réduire pour chaque activité. Au lieu de dire de façon globale l'entreprise, mais maintenant, on prend activité par activité et l'analyser pour savoir qu'est-ce qu'on peut augmenter comme bénéfice et comment on peut réduire comme sacrifice. Alors maintenant, il faut savoir quelles sont ces activités d'abord. Lui, il a identifié tout ce qui est logistique interne, tout ce qui est approvisionnement, ça veut dire au niveau fournisseur, tout ce qui est transport, ça d'accord? Les opérations, j'ai dit ici opérations au lieu de la production parce qu'il y a le service aussi. Ça d'accord? Donc le service. D'ailleurs, on l'appelle dans la littérature surviction. Parce que même le service, on peut le produire. Parce qu'on peut faire des étapes. Et on appelle ça surviction, comme production. On reviendra si vous avez des questions pour ça. Nous avons logistique de livraison, donc de l'entreprise vers le client, comment on fait la livraison, le transport, etc. Nous avons le marketing et vente. Nous avons le service.
Donc, ça, c'est les éléments qui sont liés directement avec notre chaîne de production. À l'autre côté, nous avons tout ce qui est l'infrastructure, comme par exemple la comptabilité. Nous avons aussi les ressources humaines. Encore une fois, là, ce n'est pas des activités secondaires, mais c'est important parce qu'ils supportent, parce que nous avons besoin des employés, de les motiver, de les retenir, de les former. Tous ces éléments sont importants. Nous avons besoin de recherche et développement, c'est un axe très important pour l'innovation. Et nous avons aussi approvisionnement. Quand je parle ici approvisionnement, à la différence logistique interne, c'est ici comment faire les contrats, comment choisir les fournisseurs. La logistique, c'est tout ce qui est transport, tout ce qui est regroupage de la matière, tout ce qui est collaboration avec les collègues, les entreprises pour faire des achats groupés, etc. Donc, ça, c'est les activités. Maintenant, la question qui se pose, et elle est logique, mais quelle activité de ces activités qui ajoutent plus de valeur pour l'entreprise? Et ça, c'est une question qui était posée, ça fait longtemps. Parce que l'objectif, c'est quoi? On veut avoir plus de profit. Comment il vient le profit? Par l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel vient de quoi? De la valeur. Et donc, on peut se demander quelle activité donne plus de valeur à l'entreprise. Et c'est là que on peut donner des exemples. Ben, vous avez ici dans les exemples pour la logistique, tout simplement. Mais ça, les exemples ne donnent pas des valeurs. Ils donnent tout simplement comment on obtient. Je ne vais pas aller en détail pour ça, mais je vais aller directement vers la courbe de sourire pour vous montrer que la valeur. Mais avant ça, je m'excuse, je vais tout simplement vous signaler, je l'ai fait l'exercice avec Simon sur quelle est la chaîne de valeur actuellement dans votre industrie. On a les processeurs, qui sont des petites entreprises, grandes entreprises. Nous avons aussi des intermédiaires qui vont aller livrer soit directement au client final aux entreprises B2B, soit les entreprises processeurs livrent directement ou à travers les intermédiaires. Nous avons des producteurs de matières premières, qui sont les résines. Nous avons des intermédiaires. Nous avons aussi des composantes qu'on appelle les mélangeurs qui peuvent ajouter des oxydants, tout ça, fondus. Donc, ça, c'est des entreprises qui travaillent aussi. Je pense que vous avez une entreprise dans la PQ. Et nous avons aussi les moulistes qui sont là pour tout ce qui est machine, outillage, qui aident ça. Et nous avons aussi, après consommation, et c'est ça le défi majeur qu'on a pour l'instant, c'est le recyclage, la post-utilisation, qui de plus en plus, qui a un travail à faire, et c'est là qu'on peut travailler beaucoup. Donc, et nous avons aussi ce qu'on appelle les associations de gouvernement, et là, des associations comme par exemple le créneau d'excellence de l'APQ, là, c'est de polymère. Alors moi, si je regarde ça, je trouve principalement le défi que vous avez dans cette industrie-là, c'est au niveau de la matière première, puisque la plupart c'est acheté ailleurs. Mais au niveau de mélangeurs, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui valorisent, qui font des ajouts pour avoir des caractéristiques plus importantes. Et vous avez aussi au niveau de post-utilisation, ça c'est quelque chose à travailler parce que ça a beaucoup valorisé le produit. Maintenant, je vais aller vers l'importance de la valeur. La chaîne de valeur traditionnelle, nous avons certains éléments. Voyez-vous, la courbe, elle est un petit peu comme ça. Elle n'est pas axée en bas, mais on peut dire que toutes les activités qui sont là, à peu près, ils donnent plus de même valeur. De plus en plus qu'on a constaté avec le temps, mais la courbe, les opérations diminuent. Ça veut dire quoi exactement ça? Ça veut dire que la production ne donne pas plus de valeur. Et malheureusement, moi, à travers, je fais des recherches avec Simon, avec certaines entreprises qui appartiennent à votre groupe, et j'ai constaté que plusieurs se définissent comme des producteurs. Mais la production actuellement n'est pas quelque chose qui donne plus de valeur. On voit très bien, et on appelle ça la courbe de sourire, qui donne plus de valeur, qui donne l'avantage concurrentiel, qui peut donner plus de rentabilité, c'est au niveau de pré-production et au niveau de post-production. Au niveau de production, il n'y a pas beaucoup de valeur. Surtout au niveau de recherche et développement, au niveau des designs, on voit même dans la logistique, ce n'est pas beaucoup, soit amont, soit aval, plus dans la vente et le marketing et les services. Alors, il y a des éléments qu'on peut travailler, bien sûr, même dans les opérations. De plus en plus, on a tout ce qui est industrialisation, tout ce qui est éléments de la chaîne de valeur sur ce qu'on appelle la mapping, valeur mapping, on peut travailler, on va voir tout à l'heure, qui peut travailler uniquement sur les opérations. Mais c'est pas quelque chose qui va augmenter la productivité des employés.
il va réduire un peu les coûts, mais il ne va pas donner plus de valeur ajoutée. Il va travailler surtout dans la partie sacrifice. Souvent, les entreprises oublient qu'on peut augmenter la valeur à travers les bénéfices. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et ça, là, on peut beaucoup travailler ça sur la recherche et développement, sur la logistique avec tout ce qui est objet interconnecté maintenant. C'est quelque chose que de plus en plus utilisé. Et surtout, on va utiliser avec les additifs, fabrication additive, les 3D. De plus en plus, il y a certaines entreprises qui travaillent, dont même les moulistes, ils travaillent avec des 3D. Plastronique, on va voir tout à l'heure, c'est combiner le plastique avec l'électricité. C'est tous des éléments qui sont nouveaux, qui sont à forte valeur ajoutée, qui font en sorte que c'est une technologie qui n'est pas possédée par les Asiatiques. Ça veut dire qu'on peut vendre facilement parce qu'on n'a pas de concurrence, parce que tout ce qui est opération, parce que les Chinois, les Asiatiques, ils ont des coûts d'opération basses. Et donc, on ne peut pas compétitionner avec eux. La seule façon de compétition, c'est à donner autrement. Faire des choses qui sont nouvelles ou bien automatisées. Et automatiser, il faut avoir des produits à votre valeur ajoutée. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on doit faire attention. Ce que je souhaite vous attirer votre attention que, bien sûr, il y a des activités importantes dans la chaîne de valeur, mais ne sont pas égales en termes de valeur. Le service, par exemple, service professionnel, service expérientiel, service sur mesure. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, n'importe quelle entreprise peut le faire. Le marketing vente, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, on va voir tout à l'heure les éléments qu'il peut faire. Il y en a plusieurs éléments. Il suffit de penser. On peut penser en termes de groupe, avec des partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la valeur? Mais l'élément, le central ici, là, je vous disais que la chaîne de valeur contribue à la marge. Par quoi? Par augmenter la valeur dans des activités. Ce que je viens de montrer ici, là, c'est que ce n'est pas toutes les activités sont importantes pour augmenter la valeur. Il y a certains qui augmentent plus de valeur, il y a certains qui augmentent moins de valeur. Et je sais que quand je discute avec certains gens de vous, là, ils disent, au départ, nous, on produit, mais après, ils disent, nous avons un service personnalisé, on est capable de faire des produits complexes. Mais ça, c'est pas dans la production. Ça va dans le côté design, ça va dans le recherche et développement, dans le service aussi, des services personnalisés. C'est comme ça qu'on doit valoriser notre offre. Maintenant, j'ai pris l'exercice de prendre toutes les activités puis se demander la question, comment on peut améliorer l'avantage concurrentiel dans chaque activité? Ce que je vais donner, c'est juste des exemples. Il n'y a pas une liste exhaustive. Et j'ai pris des exemples de votre industrie parce que j'ai fait une recherche pour savoir quelles sont les meilleures pratiques. Et vous savez que dans cette industrie-là, c'est exponentiel. Il y a toujours des choses nouveautés, surtout dans les matériaux, dans les façons de faire. Il y a toujours des nouveautés. Alors, si je prends les recherches et développement, on a plusieurs éléments. Les nouvelles résines. De plus en plus, on utilise le bioplastique, qui c'est dégradable, non dégradable. Les biosources aussi. Nous avons plusieurs résines qui sont nouvelles. On peut aussi utiliser des résines amatrices polymères puis ajouter des additifs, même des fibres pour avoir des produits composites. Donc, il y a un éventail d'éléments, de possibilités de faire. Et bien sûr, vous ne pouvez pas faire tout seul parce que c'est la raison pour laquelle c'est important de travailler en collaboration. On peut utiliser on peut améliorer la qualité de la résine et le cycle. Parce qu'actuellement, le problème qui se pose, c'est que oui, on peut utiliser des résines qui sont des déchets recyclés, mais la qualité est moins que les résines qui sont vierges. Et peut-on augmenter ça? Parce que ça, c'est parmi les solutions innovantes qu'on peut faire. On peut aussi augmenter le taux d'utilisation. Au lieu d'utiliser 7% pour un produit nouveau, on peut utiliser 10%, 15%. Mais à quel niveau on peut faire? On peut faire l'économie circulaire. C'est quoi exactement? On peut, au lieu de faire seulement utiliser de déchets, on peut réutiliser le produit de différentes façons, à l'infini. Si on arrive à ça, c'est une bonne chose. C'est un marché, l'économie circulaire, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. On peut utiliser, par exemple, la plastronique. Alors, je vais parler tout à l'heure en détail. Le design. De plus en plus, les entreprises, mais maintenant, ils numérisent le produit. Ils travaillent sur les
les scans qui sont les numérations, les SAD aussi, on peut travailler sur ça. Et vous voyez ici, par exemple, une entreprise qui font ce qu'on appelle pour les femmes, pour les crayons. Et voyez-vous là, comment ça évolue entre 2009, l'emballage, jusqu'à 2019. Et ça permet d'avoir de nouvelles conceptions, de nouvelles designs. On peut faire des designs certifiés plastiques recyclés. On peut faire des designs pro-environnemental avec une étiquette pro-environnementale. C'est tous des éléments qu'on est capable de faire. Donc ça permet d'améliorer et donner une valeur ajoutée. En même temps, ça permet d'augmenter la qualité de produit, d'avoir moins de rubis pour les processeurs, d'avoir aussi moins de matières premières. Tous ces éléments-là entrent en compte pour avoir plus de valeur pour les clients. Logistique interne, on peut diminuer le pouvoir des fournisseurs. Quelque chose qui peut se travailler en groupe. Parce qu'actuellement, on a vu, avec l'augmentation de la matière première, 8%, mais si on est tout seul dans le marché, mais on ne peut pas avoir un pouvoir d'achat. Donc, ça prend un regroupement d'acheteurs, une centrale d'achat pour diminuer le pouvoir. Plus de fabricants de résine au Québec. Ça, c'est quelque chose parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants de résine au Québec. Livrer à juste à temps pour ne pas avoir de coûts de stockage. Logistique associée au recyclage, parce qu'actuellement, on a de recyclage, on a des entreprises de triage. L'efficacité de ça, il y a des coûts qui sont énormes, c'est la raison pour laquelle c'est moins exploitable. Peut-on faire des entreprises ou faire des gestions pour tout ce qui est recyclage? Et ça, moi, je pense que les fabricants doivent intervenir là-dedans parce que c'est eux qui vont utiliser la matière. Ils peuvent travailler des partenariats avec les entreprises de triage. Exact. Les usines de traitement de déchets aussi. De réduction de temps de collecte des déchets aussi. C'est tous des éléments, juste des exemples que je vous donne ici, là, pour réflexion, qui peuvent être utilisés pour les opérations. On peut faire l'automatisation. On sait que, il y a un retard énorme au Québec. Moi, avec un étudiant en maîtrise, on a fait une étude sur l'industrie 4.0 dans différentes industries dans lesquelles le plastique, mais on a constaté qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là. La fabrication des additifs, fabriquer autre que la façon traditionnelle par du moulage actuel. Donc, on peut faire par 3D, on peut combiner, c'est ce qu'on appelle la fabrication dynamique, je vais parler tout à l'heure. La production à valeur ajoutée, ça veut dire quoi? On produit uniquement, on fait les chaînes, on fait les étapes uniquement pour ceux qui ont de la valeur. Et ça, on a des méthodes pour le faire. Juste pour vous donner un exemple, on a fait ça pour un embouteilleur à un moment donné. Je vais donner un exemple, ce qu'on appelle ValueStream Mapping. C'est tout simplement, on peut prendre les processus, les étapes de fabrication et on peut quantifier ce qu'on appelle le temps pour chaque. Et on peut faire, par exemple, quel est le temps? En même temps, on peut ajouter une chose, c'est que, c'est quoi la valeur ajoutée à chaque étape? Est-ce que l'étape donne une valeur? Par exemple, quelqu'un là qui attend, est-ce que la matière première vient? C'est du temps perdu. Est-ce que l'employé ajoute de la valeur? Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est uniquement réduire les coûts, réduire le temps. Mais on ne pense jamais à augmenter la valeur. Comment l'employé peut ajouter de la valeur? Donc, c'est des éléments qu'on peut travailler qui peuvent avoir un impact sur la valeur. On peut aussi améliorer la productivité par la formation. On peut optimiser aussi les machines, faire la multi-injection, parce que actuellement, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode par injection, mais on fait une seule injection. Ça veut dire quoi? Vous avez un seul produit, la même matière première, la même qualité, mais peut-on faire, par exemple, le même produit, par exemple, la couvercle, une qualité, et le fond, une autre qualité, etc. Moi, ça fait dans les années 90, j'ai travaillé dans la fonderie en France comme stage, puis on avait ce qu'on appelle les moules sous vide, puis on faisait l'acier, mais on était capable, avec la conception 3D, de dire au client, mais voici la pièce, voici les défauts, voici le prix. Si tu veux avoir une pièce moins de défauts, plus de qualité, voici le prix. Donc, on est capable de dire aux clients là, mais peut-on faire, est-ce que c'est ça? Parce que selon le besoin, selon la charge du produit, selon les caractéristiques voulues,
Et donc, ce n'est pas faire un produit uniforme. On est capable de faire plusieurs qualités dans le même produit. Et donc, ça permet de donner des prix qui sont variés en fonction des clients. Et ça permet de personnaliser la qualité en fonction des produits. Vous avez ce qu'on appelle le taux de rendement global. Au lieu de dire le rendement pour chaque poste, peut-on avoir un rendement global? Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Le point de vente collaboratif. On peut faire, par exemple, des distributions par des moyens non polluantes. Par exemple, au lieu de voir des camions qui sont polluants, peut-on utiliser des camions ou bien des transporteurs qui sont pro-environnementaux. Logistique relative au recyclage. Peut-on intervenir au recyclage aussi? Le marketing de vente aussi, là, je vais parler un petit peu parce que vous savez comment on peut valoriser un produit? Ben, par l'image de marque. Comment on augmente l'image d'un autre produit? Il faut faire une marque. Et cette marque-là, ça a une image. Il faut la construire. La qualité. Il faut développer la relation. Il faut cibler les bons clients. Ça, c'est important. Parce que souvent, là, on travaille avec n'importe quel client, mais ce n'est pas toujours rentable. Sensibiliser même les produits recyclés. Même on peut faire des lobbying auprès, par exemple, des municipalités, par exemple. Si on a un produit recyclé, pour exiger dans les cahiers de charge que les fournisseurs doivent avoir une partie recyclée parce que ça protège l'environnement. Tout ça, c'est légal. C'est quelque chose qu'on peut faire. Plus de vente de produits recyclés. Donc, on peut dire, par exemple, au service marketing, mais nous, là, notre objectif, ben, c'est d'avoir plus de ventes recyclées. Et de plus en plus, là, c'est le digital, marketing digital, parce qu'on veut communiquer avec le monde. On ne veut pas vendre uniquement ici au Québec, même au Canada, ce qu'on appelle le marketing numérique. Moi, personnellement, j'étais pas expert dans ce domaine-là, et j'ai pris la peine de faire une formation de 6 mois aux États-Unis en ligne, de comprendre c'est quoi le marketing digital, le marketing numérique, l'importance pour faire les mots-clés, pour bien en booster la recherche, pour faire le contenu. Ça, moi, je pense, une solution très importante pour se faire vendre à l'international. Et Dieu sait que c'est un domaine florissant, un domaine très important qu'on peut faire beaucoup de gains. Il suffit de faire les bonnes choses et de bien faire. Le service, l'expérience client, c'est très important. Les interactions, avoir un devis rapide, collaborer avec le client, faire de la personnalisation, toujours savoir le taux de satisfaction des clients, réduction des plaintes. Tous ces éléments-là sont importants. Moi, là, j'ai pas fait une liste exhaustive. J'ai tout simplement fait des exemples avec le temps que j'avais. C'est juste simplement pour vous sensibiliser. Et c'est clair et net que chaque entreprise peut utiliser l'une ou l'autre méthode. Vous avez des réalités différentes, vous avez des contextes différents. Mais moi, ce que je souhaite vous sensibiliser, que pour chaque activité, il y a toujours des solutions pour augmenter la valeur. Il suffit de se pencher, de réfléchir, de prendre en considération les tendances du marché, votre réalité à vous, de mieux comprendre le milieu, de travailler avec vos clients et surtout, vous êtes dans une créneau d'excellence, vous avez des entreprises qui sont collaboratrices, mais essayez de prendre les forces de chacun pour construire quelque chose. Alors maintenant, je vais donner des exemples qui sont concrets que j'ai trouvés dans le site j'ai fait une recherche. Et je commence avec un moliste qui est en Ontario, qui s'appelle Clavier Tools, qui a fait beaucoup de prix, qui est simplement automatisé. Voyez-vous, au départ, c'était une usine toute traditionnelle. Il est devenu maintenant automatisé grâce, j'ai pris la peine de même nommer ceux qui s'intéressent. On appelle ça la technologie NX, c'est une technologie de Siemens qui automatise. Voyez-vous que l'entreprise, il travaille avec, il numérise les produits, il est même capable de dire les raccordements, tous les éléments qui sont dans la moule. Puis en même temps, ils sont fait la conception, les gens qui font la conception, c'est très important. Alors, ce qui leur permet d'avoir plus de 20 à 40% plus rapidement que les concurrents et des produits complexes. Et ça, vous savez que certaines entreprises que j'ai rencontrées dans les entretiens, mais ils disent que nous, on fabrique des produits complexes et ça, notre avantage. De plus en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire grandement l'avantage concurrentiel. Parce que l'avantage concurrentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est vous qui êtes capable de le faire et les autres n'ont pas capable de le faire, mais c'est un avantage concurrentiel. Vous avez aussi
livraison fiable, parce qu'on sait exactement notre production, puis on est capable de faire la production dans les délais. Réduction des défauts. Vous savez que, comme moi, que pour les gens, les moulistes, ils savent que c'est quasi impossible de produire un produit, une moule au départ sans défaut. Ça prend des essais au départ. Mais peut-on réduire les coûts associés à faire en sorte que réajuster ça? Si on est capable de faire ça comme eux, à 60%, c'est très bon pour le processeur parce que ça permet de réduire des coûts supplémentaires. Augmentation de la productivité des employés parce que vous avez des machines. Et ça permet d'augmenter 30% de chiffre d'affaires sur une année. Ce qui est énorme. Oui, c'est clair, c'est un investissement majeur, mais c'est un investissement qui rapporte de l'argent. Nous sommes dans un domaine de plus en plus concurrentiel et il faut donner le plus de valeur ajoutée. Même tout à l'heure, quand j'ai parlé, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais la plupart des employés sont des journalistes. Et ce n'est pas des employés qui sont à forte valeur ajoutée. Donc, si vous avez de l'automatisation, vous avez besoin des employés à forte valeur ajoutée, bien sûr, mais ils seront bien payés. Mais ça va ensemble. Au lieu d'avoir des opérateurs qui sont payés à prix moins cher ou des journaliers, mais vous avez des employés à forte valeur ajoutée qui travaillent avec les machines. Vous aurez peu de gens qui vont répondre à la carence de plus en plus accentuée de la main-d'œuvre en même temps. C'est des gens qui seront mieux payés parce que c'est des gens qui sont bien formés. Et ça va solutionner, je pense, le problème de la main-d'œuvre et de l'attractivité de l'industrie. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ici, vous avez, quand j'ai parlé tout à l'heure, nous avons la fabrication traditionnelle, injection, qui est la plus grande méthode pour la fabrication des plastiques. Et de plus en plus, on fabrique à travers ce qu'on appelle fabrication additive. C'est tout simplement, on utilise les machines 3D. Alors, ici, vous avez une comparaison entre les machines 3D et tout simplement moulage par injection. Alors, dans le niveau complexe, c'est clair que le moulage par injection, il permet de faire des pièces complexes, mais fabrication additive 3D, il permet de faire extrêmement complexe. Le défaut, vous avez faible défaut dans le moulage par injection, mais fabrication additive, c'est très faible défaut. Coût de fabrication, il est faible dans la moulage par injection, mais il est très faible au niveau de additif. Et rebut de fabrication, ce qu'on appelle les déchets qu'on ne veut pas avoir, mais ils sont faibles, mais ils sont très faibles. Mais en contrepartie, il y a plusieurs produits qui sont compatibles avec la moulage en exception, mais pour les fabrications additives, ça prend des fils et ce n'est pas toutes les matières premières qui sont compatibles. Deuxièmement, la cadence. Ça, c'est un grand défaut pour les machines 3D, c'est qu'il y a très faible cadence. Alors, il y a une entreprise, à titre d'exemple, je cherchais dans l'Internet, qui s'appelle 3DS, mais qui combine les deux à la fois. Ils ont inventé un concept dans lequel on peut faire moulage par injection, en même temps, c'est additif. Et ça leur permet d'avoir des produits très complexes en utilisant des matières premières qui sont déjà utilisées dans l'injection. Juste un exemple pour vous dire que c'est ce qu'on appelle l'injection dynamique. Donc, c'est un exemple juste pour ouvrir l'horizon. Ce n'est pas des exemples exhaustifs, mais c'est tout simplement des exemples pour ouvrir l'horizon sur les nouvelles méthodes et pour montrer la recherche-développement. C'est très important dans ce domaine-là pour, bien sûr, avoir un avantage concurrentiel. Alors, le troisième exemple que j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la plastronique. La plastronique, c'est tout simplement, c'est utiliser, combiner le plastique avec l'électronique. On sait que, normalement, le plastique est non conducteur d'électricité, mais peut-on faire les deux? Et l'exemple le plus flagrant, c'est les catapultes. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait imprimer les composants électroniques sur une plastique. Mais de plus en plus, vous avez un exemple, ici, BMW, on va faire mouler des pièces en bloc. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de réduire la sensibilité aux vibrations. Et c'est un marché très important. Voyez-vous là, on appelle ça en anglais market size. Ben, vous avez ici là, le marché. En 2021, vous avez l'automobile, ça, mais la progression en 2030, les projections, c'est 10 milliards de dollars. Surtout dans le domaine comme par exemple l'industrie des soins, la santé, ce qui est en vert, et l'automobile. Voyez-vous là? Et même certains d'autres industries, c'est un domaine qui a un créneau à plusieurs
milliards de dollars. Et actuellement, ben, voyez-vous là, c'est la part de marché, c'est l'Amérique du Nord. Il y a aussi l'Europe qui sont là-dedans. L'Asie, là, vous avez l'Asie aussi la plus grande, l'Amérique du Nord. Donc, la première, c'est l'Asie. Je m'excuse, l'Asie, c'est la première, suivie de le rouge, c'est l'Europe, après l'Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord a un travail à faire là-dedans. C'est un domaine très important. On a déjà dépassé beaucoup le temps qu'on avait. OK. Je vais finir. Il y a 2 minutes, je vais finir. C'est très intéressant, mais pour ne pas perdre tous les gens. OK. Ça, c'est simplement pour vous donner un aperçu sur les déchets plastiques, c'est la progression puis l'importance de se pencher sur ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais vous avez je vais laisser la présentation à Simon de partager avec vous la présentation. Vous avez ici le bioplastique aussi, c'est un marché très important dans lequel on a la demande, il est grandissant, donc c'est un créneau à prendre en considération. Alors maintenant, comment on fait? Vous avez ici un exemple pour dire exactement comment on doit faire dans la chaîne de valeur. Vous avez ici un exemple pour les produits alimentaires que j'ai fait à un moment donné pour savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et ça, là, on prend activité par activité. Donc ici, on décrit par rapport à la moyenne nos forces. Et ce qu'on arrive à la fin, c'est ça. On doit dire non seulement voici nos activités, mais quelles sont nos forces pour chaque activité. Et ça permet de comparer avec mes collègues dans l'alliance et voir comment on peut faire des complémentarités en fonction de ça. C'est ça l'objectif que je voulais vous partager avec vous ce matin pour dire, il ne suffit pas de dire quelles sont les activités, mais de dire aussi vos forces pour chaque activité. Et ça, c'est un exemple, tout simplement. Vous avez ici les variantes. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vous propose, si vous êtes intéressé, de faire un autre webinaire sur les variantes pour dire comment on peut faire autrement, parce que la chaîne de valeur, sa faiblesse majeure, c'est que c'est pour chaque entreprise. Il ne dépasse pas l'autre entreprise. Alors, comment on peut faire en groupe pour bien augmenter la valeur? Alors, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Sayed. Très intéressant. D'ailleurs, il y a une personne qui nous a écrit dans le chat qu'elle devait quitter, mais qu'on remerciait énormément pour la qualité de l'information partagée. Je pense que c'est un webinaire qui était très riche en contenu. Et justement, si vous avez des questions pour approfondir dans les concepts, c'est le moment. Vous avez simplement qu'à lever la main avec la fonction réaction lever la main. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Si jamais vous en avez par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous mettre en contact aussi avec M. Echakoui. Et puis, on pourra approfondir aussi le sujet si jamais vous avez des demandes spéciales. N'hésitez pas à me contacter. Alors, il n'y a pas de questions. Dans le chat, on me dit que c'était très intéressant, mais qu'il n'y avait pas de questions à ce moment-ci. Alors, merci beaucoup, Sayed. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça m'a plaisir de vous rencontrer et de partager des connaissances.